Vaches, cochons, poulets, lapins, moutons également, bienvenue dans la plus grande ferme des Hauts-de-France. La parole aux experts des filières de notre région et bienvenue aux experts de la filière élevage. La filière élevage dans les Hauts-de-France représente 55 000 emplois, 12 000 exploitations et puis 300 opérateurs industriels, parce que vous allez vite comprendre que sur cette filière, comme sur les autres, il y a un amont, un aval, avec plusieurs acteurs que nous vous présenterons. Et puis nous produisons chaque année 110 000 tonnes de viande, ce qui représente à peu près 8% du tonnage national. Alors autour de cette table également en duplex, des femmes, des hommes professionnels de cette filière de l'élevage. Deux femmes parmi nous, mais désolé, je vais commencer avec un homme, avec vous, Willy Balderacci, parce que vous êtes triste cette année. Parce que d'habitude, le salon de l'agriculture, ce sont vos vacances. Donc vous ne partez pas en vacances ? Bonjour à tous déjà. Non, je pars pas en vacances. Je pars qu'une semaine à Paris au salon en vacances pour retrouver des éleveurs de la région, de toute la France, quoi, de toutes les régions. Qu'est-ce qui se passe le soir entre vous ? Déjà on ne se voit pas pendant un an, donc on a beaucoup de choses à se dire. Ouais. Et puis on se met devant un verre et puis à la fois. Un verre à la fois. Après quoi. Un verre à la fois, voilà. on respecte et puis l'ambiance vient après, quoi. Non, mais c'est une vitrine tellement importante, hein, ce salon. Vous ne l'avez pas cette année, quoi. Pourtant, vous en auriez besoin. C'est la plus belle vitrine de la France. Hein. Ouais. Il ne faut pas le nier. Hein. Ouais. Donc, on n'en a pas cette année à cause de cette pandémie. Mais là, je suis content. Je suis autour d'un plateau. Au moins, on n'est pas oublié. On ne reste pas dans l'ombre pendant 2 ans. Parce que c'est 2 ans sans de salon. Hein, parce Bien que sûr. C'est là et 2022, quoi. Mm-hmm. En espérant que 2022 se fasse, parce que ça risque d'avoir quand même des conséquences s'il n'y a pas 2022. Alors, beaucoup d'invités, hein, et on va échanger avec vous sur beaucoup de sujets. Le sujet des prix, du juste prix, c'est une actualité brûlante de cette semaine. On parlera aussi bien-être animal et surtout quels sont vos engagements pour produire la meilleure viande et dans de bonnes conditions ? Je vous interrogerai aussi sur les conditions de modernisation de vos métiers. On vous présentera aussi des bêtes à concours, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis les différentes filières qui sont autour de cette table. Et tout de suite, je vous propose d'aller sur le terrain. Marion Fiat, l'une de nos journalistes, a passé une journée très tôt et très tard avec un agriculteur engagé de notre région pour mieux comprendre le métier. Ils sont 15% de moins qu'il y a 10 ans. C'est un métier qui disparaît peu à peu. Et pour comprendre pourquoi, nous allons passer la journée avec un chef d'exploitation agricole. Et sa journée commence très tôt. Tiens, allez, bon courage Marion. Du courage il en faut pour donner à manger aux bêtes à 6 heures tous les matins, en commençant par la nurserie. Comme ça ? Ouais. Il s'agit de foin que Charles cultive lui-même sur son exploitation. C'est très physique pour un début de journée et ça ne fait que commencer. En allumant la lumière de sa grande étable, Charles remarque qu'une vache est sur le point de véler. Tu veux savoir me tenir la queue, s'il te plaît ? Mais ce n'était pas prévu. Ok, mais comment on apprend à faire ça en fait ? Sur le tas, au fur et à mesure. D'accord. Tu veux essayer ou pas ? Non. Je t'aiderai une fois que ce sera sorti quand même. Je vais peut-être enlever mes gants. Trop tard pour appeler le vétérinaire. Il va falloir aider Charles. Tu pourras me ramener la véleuse, s'il te plaît ? Les deux quoi ? La véleuse, tu pourras me la Ça ? ramener ? Ouais. Et surtout ne pas paniquer. Elle est couchée dessus. C'est sûr. Il faut faire vite pour ne pas perdre le bébé. Ça demande beaucoup de force, de sang-froid. Et voilà. Et ça provoque une énorme émotion. Là, tu peux ramener de l'eau froide qui est dans le seau. Ça va ? C'est une surprise là du coup ce matin. C'est complètement une surprise. C'est toujours une joie, on est toujours content de réussir déjà à les faire naître tout seul. Bon là c'était un petit peu serré quand même, c'était un petit peu juste. On va se remettre un peu des émotions. On va se remettre au boulot. Avec le tracteur. Ah non, on se remet pas des émotions, on se remet au boulot. Ah bah oui. D'accord, ok. Parce que les autres vaches ne peuvent pas attendre, c'est l'heure de servir leur repas. Voilà, c'est parti. C'est moi qui vais conduire ? Oui. Première prise en main du tracteur, et sa conduite me semble très compliquée.
À l'intérieur, il y a beaucoup trop de commandes. Ça cale ou pas un tracteur? T'appuies là pour avancer. Le tapis, c'est un peu dur. Hein. Et normalement là, je te dirais d'avancer. Ça lui arrive dessus. Oh, c'est pas grave. À 10 h, tous les animaux ont été servis et une autre journée commence pour Charles. Il y a 6 ans, il a décidé de vendre ses produits en circuit court. Il récupère sa propre viande dans un laboratoire de découpe et la livre lui-même dans des magasins, des boucheries ou des cantines. Bonjour Nadège. Bonjour. Bonjour. Christophe. Tiens. Bonjour Charles, ça va? Ça va, ça va. Tu vas bien? Ça va. Bonjour. À bientôt, merci. C'est ce qui lui a permis de mieux gagner sa vie et de pouvoir poursuivre son activité. Alors de passer en circuit court, oui, c'est quand même plus intéressant. On génère à peu près une plus-value d'1 euro, 1,20 € du kilo de carcasse. Le kilo de viande vendu aux industriels au kilo de carcasse est aux alentours de 3,60 €, 3,80 €, sachant que notre coût de production aujourd'hui est de 4,30 €, 4,40 €. Le fait de vendre en circuit court, oui, au moins, c'est quand même beaucoup plus rentable. À 15 h, nous avons parcouru près de 300 km et la journée se poursuit à la ferme. Un coup d'œil aux bêtes et il faut choisir un prénom pour le petit veau. Qui est né Ça, c'est celui de ce matin déjà? Voilà, qui est né Il a ce grandi matin. comme ça? Ouais, ouais. Et alors c'est un garçon ou c'est une fille? Alors c'est une fille. Oh. On l'appelle Marion? Non. Ah, tu veux qu'on l'appelle Marion? Bah écoute, Eh ben allez. allez go, on va l'écrire. Je sais pas si elle va avoir bon caractère. Ah. Maintenant c'est paperasse? Allez, on va déclarer les deux veaux informatiquement afin d'obtenir ensuite une carte d'identité. L'identification, on déclare la naissance. Il reste à Charles encore 1 heure de travail à son bureau avant de partir chercher les enfants à l'école. Hello. Au total, une journée de 13 heures dans le froid, à effectuer des gestes difficiles, beaucoup de déplacements. La vie d'agriculteur est extrêmement variée, mais aussi éreintante. Et Marion se porte très bien, magnifique. Alors ça se passe comme ça chez vous, Christine de Lefortrie? Oui, c'est la même chose, sauf que moi je fais la traite le matin et le soir, pendant que lui nourrit ses animaux. Ouais. C'est mon mari qui les nourrit, donc, et pendant ce temps-là, moi je traite les vaches. Bienvenue également à Brigitte de Rollet. Vous êtes en duplex avec nous, Brigitte. Alors vous nous parlerez tout à l'heure de vos lapins, mais sur cette activité d'élevage de vaches, vous avez un commentaire? Bah, c'est la vie quotidienne que j'avais et que mon mari et mon fils font maintenant. Ouais. Et c'est vrai que vous aviez rencontré votre mari et comme vous dites, vous êtes tombé dedans, quoi. Hein. Vous êtes dans ce métier de passion depuis 1983. Depuis cette époque, depuis 1983, et vous êtes en GAEC avec votre mari et votre fils. Alors bienvenue également. Ah, les affaires reprennent. Téléphone qui sonne. Bienvenue à Sébastien Lay. Vous êtes président du groupement d'éleveurs de porcs des Monts de Flandre. On parlera de cette filière dans quelques instants. Vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Depuis 25 ans à peu près. Ouais. Moi je suis installé avec mon frère aujourd'hui en GAEC. À Sox. À Sox. Hein, c'est près de Dunkerque. Près de Bergue même. Parce que souvent quand on dit Bergue, les gens se connaissent. Ouais, bah ouais, bien évidemment. 450 truies naisseurs engraisseurs. Oui. Hein. Très bien, ben, bienvenue également à vous. Alors Willy Baleracci, au-delà d'aller en vacances à la porte de Versailles chaque année, vous élevez des moutons. Je suis dans l'élevage d'ovins, oui, de moutons, dans le Noyonnais, dans le département de l'Oise, Ouais. avec un effectif de 430 brebis de race Île-de-France. Donc sélection, je fais beaucoup de sélections. Donc je suis à plus de 90% du troupeau inscrit au Airbook race de France, quoi, national. Alors j'ai découvert qu'il y avait une race Île-de-France. Oui, c'est une race, c'est un croisement entre une race laitière et puis une race à viande. C'est dans les années 40, quoi, 30 ou 40, après-guerre, quoi. Ouais. Gilles Druet, bienvenue à vous. Vous êtes éleveur de bleu du Nord bio à Saint-Aubin. C'est dans le Nord. Vous êtes en société avec votre épouse Isabelle, je crois. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ouais. 115 hectares en bio. Et alors, on parlera d'un sujet important avec vous tout à l'heure. Hein. 95% de surface en herbe, l'herbe tellement précieuse pour vos filières. Combien de vaches laitières? Un petit peu plus de 100 vaches laitières. D'accord.
Et alors le lait part en transformation, je crois que ça va dans la filière maroilles et le bleu, le lait bio également. Oui, il y a un sujet qu'on abordera aussi avec vous que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est la sécheresse, bien évidemment, et ses conséquences. Bienvenue à vous, Régis Tricoteau, qui nous vient de l'Aisne. Bienvenue Régis. Donc vous avez aussi un troupeau de vaches laitières. Oui, bonjour, c'est bien ça. Je suis installé donc à Clairefontaine, à côté de la Capelle, bien connu pour sa célèbre foire au fromage, avec des concours d'animaux également en septembre, mais qui n'a pas eu lieu en 2020, bien sûr. Voilà, donc installé sur une exploitation avec de la production laitière, 75 vaches laitières et uniquement de l'herbe. 75 hectares d'herbe. Et Simon Hameux, éleveur à Sainte-Marie-Capelle, également dans... Alors c'est dans le nord aussi. C'est dans le nord. C'est dans le nord, 70 hectares, 100 vaches laitières. On est dans la norme là, hein, à peu près, hein, chez chacun d'entre vous. Vous avez des salariés dans une exploitation comme celle-là? Oui, moi j'en ai un, oui. Un salarié. Un salarié. D'accord. Et je crois que vos parents, mes parents donnent encore un petit coup de main. Vous avez un commentaire sur ce reportage de votre collègue là qu'on a vu? C'est notre vie de tous les jours. Hein. Ouais. C'est exactement ça. On s'attend, on a un programme et puis on est aussi régulièrement dérangé notre programme, dérangé si on peut pas dire ça comme ça par les animaux. Alors on est dans l'actualité puisque cette semaine, les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture ont publié une lettre ouverte au directeur de GMS, donc la grande distribution, hein, nationalement et en particulier ici dans notre région. C'est une négociation annuelle qui, selon les professionnels, n'est pas au rendez-vous du juste prix. Le reportage de Caroline Fichten. Mobilisation des agriculteurs dans le Calaisis ce mercredi. À l'initiative de l'Action, la FDSEA et les jeunes agriculteurs, ils dénoncent le non-respect par les grandes et moyennes surfaces, les GMS, de la loi Egalim. La loi Egalim, justement, elle encadre l'achat des GMS, c'est-à-dire que de la viande ne doit pas être achetée en dessous d'un coût de production défini par le producteur. Et là, on se rend compte que sur certains produits, la loi n'est pas respectée et que des GMS tentent justement d'acheter moins cher. Donc nous, on demande seulement à vivre du prix de nos produits et que la GMS respecte aussi les producteurs et fasse passer aussi le message vis-à-vis des consommateurs. Des négociations sont en cours en ce moment pour fixer les prix et les agriculteurs voudraient être rémunérés correctement. C'est ce qu'ils ont exprimé au directeur de grande surface comme ici à Calais. Ils ont été francs, ouverts. Ils nous ont dit clairement leur pouvoir. On le savait avant d'arriver. L'objectif, c'est qu'eux remontent les informations. On savait très bien qu'à leur niveau, ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Ils nous ont accueillis, ils ont été polis, on a pu faire le tour, on a remarqué ce qui n'allait pas, ce qui allait. Mais si les négociations ne s'améliorent pas, on reviendra, quoi. Les agriculteurs, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, reviendront donc et pas, disent-ils, pour une visite de courtoisie. Le ton changera parce que si on s'aperçoit, là on discute avec des responsables, ils nous disent on fait le maximum, et si on voit qu'on s'est fait enfumer, on viendra avec du fumier ici pendant un samedi où il y a de l'affluence, puis la GMS comprendra qu'il faut peut-être un peu respecter un peu plus la profession agricole. Les négociations entre le monde agricole et les grandes surfaces doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Bon, dépêchez-vous parce qu'on va peut-être être confinés le samedi. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Parce que là, il y a des rondes de négociations. Est-ce qu'elles vont aboutir et sur quelle base? Vous répondez? En fait, jusqu'à vendredi soir, il y avait les négociations au niveau des grandes marques. Ouais. Ça devait être signé vendredi soir. On espère que ça l'a été, qu'il y a eu des accords. Et la loi Egalim dit qu'aujourd'hui, il faut que, par exemple, moi je parle du lait parce que c'est ce que je produis, il faut que dans les négociations, dans les contrats d'achat, il y a des indicateurs de coût de revient et que dans ces contrats d'achat, ils mettent le prix qu'ils achètent, qu'ils vont payer aux producteurs. C'est ça.
Donc, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui l'ont fait. Donc il y a une clarté sur les marges en fait. Oui, oui, et puis qu'ils mettent carrément le prix qu'ils vont payer aux producteurs, quoi. Et ce qu'on espère, c'est que ça se fasse et puis qu'on ait aujourd'hui de bons résultats. Alors qui veut intervenir sur ce sujet? Moi je peux intervenir, vous avez intervenu sur le lait, moi je vais intervenir sur la viande. La viande en ce moment au producteur elle est achetée à 2,80 € au producteur et en supermarché elle est revendue 17 €. Donc il y a un bel écart. Où c'est qu'il est l'écart? Donc ça, on n'a aucune vision là-dessus. Il n'y a personne qui dit rien. Et il y a une loi qui a été votée. La loi Egalim. La loi Egalim. Elle a été votée. Qui réglemente normalement. Qui réglemente la constitution du prix. Cette marge entre les deux. Et donc, il n'y a personne qui dit rien. Tout ça, c'est caché. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mouvements en ce moment que ça doit être appliqué. Il y a une loi, elle devrait être appliquée. Voilà. Alors, Madame Desrolets, Monsieur Druet, Monsieur Tricoteau, quelqu'un veut réagir? Allez-y. Disons que moi... Oui, la viande de lapin. Allez-y, Madame Desrolets. En effet, il y a toujours un écart avec les grands magasins et notre prix qu'on reçoit au niveau de la facture. Un prix de lapin, il est à 1,90 de moyenne sans les... Comment je vais dire ça? Les primes de rendement et des primes de notre bon travail. Et il est vendu au magasin autour de 10 € le kilo. Ouais, quand vous dites 1,90, c'est pas le prix que ça vous coûte, hein, parce qu'il faut y ajouter main-d'œuvre, charges fixes, etc. Il y a un monsieur qui voulait aussi intervenir, mais je ne sais pas lequel, entre Gilles Druet ou Régis Ricoteau. Allez-y. Oui, moi, Gilles, je voulais intervenir aussi en disant aussi qu'il faut avoir un prix qui soit régulier, quoi. Pas qu'il y ait des hausses et des baisses, parce que dans les magasins, les prix sont toujours à peu près identiques, alors que nous, sur une saison, les prix peuvent varier énormément aussi. D'accord. Alors, un sujet... Oui, pardon, allez-y, monsieur. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pour le consommateur, l'impact est quand même très limité. On parle de 1 centime par yaourt, par exemple. Oui, le curseur va bouger entre vous et le prix fixé pour le consommateur. L'augmentation, ce que nous on réclame aujourd'hui sur un yaourt, c'est 1 centime. L'industriel ou la GMS peut le prendre en charge pour elle-même. Sur les œufs, c'est pareil, c'est 1 centime l'œuf. C'est insignifiant. Et vraiment, la loi, c'était pour construire le prix en marche avant. C'est-à-dire qu'on déterminait un prix de revient au niveau de la production agricole. L'industriel transformateur, s'il y en a un, il mettait ses marges et ses coûts, et derrière ça, la GMS faisait son travail. Mais aujourd'hui, on n'en est toujours pas là. Donc il y a un vrai sujet pour cette filière de constitution de la valeur pour chacun des acteurs, et je parle là des agriculteurs. Un autre sujet qui est celui du bien-être animal. Alors là, pour le coup, vous êtes en ligne de mire, là, actuellement, vous, les professionnels. Bon, je ne vais pas vous demander votre commentaire sur ces faits d'actualité, les lanceurs d'alerte, encore cette semaine à Vambrechy, sur un élevage de 80 bêtes. Ma question, c'est plutôt, quel est votre engagement sincère pour produire la meilleure viande, mais dans les meilleures conditions? Vous commencez, l'éleveur de porc? Disons que en porc, on est les premiers, je dirais, un petit peu concernés en général quand il y a des problèmes sur le bien-être. C'est pour les porcs qu'on parle, on va dire. Maintenant, on essaie toujours ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie toujours de s'améliorer en permanence. On essaie toujours d'apporter des améliorations dans nos élevages. Et parce que déjà il y a 10 ans, on a mis notre prix aux normes bien-être. C'était un peu une obligation, on l'a fait, on a réussi à s'améliorer. C'est quoi une truie aux normes bien-être? Donc une truie aux normes bien-être, avant les truies étaient en cage. Les truies en gestation étaient en cage. Aujourd'hui, on les met en groupe. On n'a plus le droit de les mettre en cage. D'accord. Ça a été un petit peu des complications, mais on s'adaptait, on l'a fait. Aujourd'hui, on réfléchit quand même pour s'adapter quand même demain à cette attente sociétale. Par exemple, nous, au niveau de notre groupement, on est occupé de créer un port label rouge. Et dans ce port label rouge, on apporte justement des nouvelles normes bien-être. Par exemple, c'est plus d'espace pour les porcs dans les bâtiments d'engraissement. D'accord. On augmentera 20 à 30% la surface des ports, des bâtiments. Tout à fait. Il y a des normes à respecter pour le label rouge. D'accord. On apportera plus de luminosité aussi dans les bâtiments, parce que c'est aussi un petit peu décrié, la lumière dans les bâtiments.
Un fait nouveau, on va positionner un râtelier dans les cases avec de la paille à disposition pour les animaux. Ah, vous changez les choses. Alors. Donc c'est des choses qui changent. D'accord. Ça se fait tout doucement, mais ça change. Et vous, avec vos moutons, c'est mignon un mouton? Oui, nous, le bien-être, bon... un porc aussi, hein. Nous, on parle du bien-être animal, mais il faut parler aussi du bien-être de l'éleveur. Ça, on l'oublie un peu, quoi. Donc, du bien-être de l'éleveur. Ah, toujours du bien-être de l'animal, mais il y a l'éleveur derrière, quoi. Donc l'éleveur, s'il a de son bien-être... Elle ne va pas passer cette réponse. Hein. Comment? Elle ne va pas passer cette réponse. Non, elle ne va pas passer. Aux détracteurs. Ah oui, c'est sûr. Mais nous, les bêtes qui sortent dehors et qui vont manger, brouter l'herbe, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça au niveau du bien-être de l'animal. Ouais. Il revient dans sa nature naturelle, quoi. Vous les aimez, vos moutons? Ah bah oui qu'on les aime. Sinon, on se présentait pas au Salon national de l'agriculture si on les aimait pas. Hein. Alors c'est lui la bête à concours. Hein. On en parlera tout à l'heure. Régis Ricoteau, sur ce que vous faites pour produire une meilleure viande dans les meilleures conditions. Alors sur notre exploitation, voilà, c'est principalement de la production de lait, mais c'est une attention de tous les jours et 24 heures sur 24. C'est dès la naissance des veaux, en fait, on apporte la plus grande attention pour le bien-être et apporter les meilleurs soins possibles. Ouais. Et puis beaucoup d'agriculteurs ont modernisé leur bâtiment, donc les vaches laitières ou les autres animaux, vaches allaitantes, les porcs, les moutons, sont logés dans des meilleures conditions. D'accord. Alors, on va aller en cuisine maintenant, parce qu'il y a de la bonne viande dans notre région et les restaurateurs savent bien la cuisiner. On va aller chez Thibaut Fourdrinier, qui est un restaurateur en vue sur la métropole lilloise, la salle à manger à Marc-en-Barœul. C'est notre émission gastronomique avec Maxime Cuvillier, et ils ont cuisiné une super pièce de bœuf. Donc là, on va commencer par démarrer la viande. Alors un petit peu de sel avant. Un petit peu de sel avant. Un petit peu de fleur de sel. Hop, un peu d'huile d'olive. Et là, on va démarrer sur quoi? Sur une poêle très chaude Donc, très chaude pour saisir. Okay. Ensuite, on va descendre légèrement la température. Donc là, on vient bien saisir. L'important, c'est de bien saisir et de bien colorer. D'accord. Pour que les sucres restent à l'intérieur. Une viande, ça a besoin d'être saisie, ça a besoin de temps de repos. Se manger et envoyer direct, ça marche pas. Ah oui, mais là, ça, donc en fait, autant de temps de repos que de cuisson. C'est-à-dire que si on cuit 5 minutes, il faut 5 minutes de temps de repos au minimum. Minimum. Okay. Donc voilà, après on baisse légèrement. Voilà. Faut pas non plus que ça... Faut pas avoir le côté ferreux sur la viande. Thibaut poursuit la cuisson avec un beurre noisette. C'est hyper simple à refaire à la maison et ça change tout pour votre plat. La recette est évidemment sur weo.fr. On a que la partie basse. Voilà, la recette, vous allez la retrouver sur weo.fr. C'était juste pour vous montrer comment on peut sublimer la viande. Elle vient peut-être de chez vous, non? Ah non. Non? Elle peut venir de chez moi. Je vais répondre sur la viande, moi. Ouais, elle vient, ouais. Elle peut venir de chez moi. Je suis producteur également de viande bovine en race blanc-bleu et blonde d'Aquitaine. Ouais. Tiens, regardez cette photo de cette fameuse ferme des 1000 vaches. Je voudrais vous demander à vous, Christine de Lefortry, si c'est de la bonne agriculture et du bon élevage, ça. Moi, je vois que les vaches sont quand même bien. On n'entend aucun bruit. Ils ont les mêmes cases à veau que moi. Et j'ai également un roto. Alors moi, c'est pas un 52 places comme il y a la ferme des 1000 vaches, mais un 28. Ouais. Mais je peux dire que j'ai la même exploitation en miniature par rapport à eux. Moi, j'en ai 100, ils en ont 1000. Mais je crois pas qu'ils étaient malheureux, les vaches là-bas. Faut quand même malheureuses plutôt. Oui, Brigitte Desrolets ou Gilles Druet, votre avis sur ces méga fermes qui s'installent? Disons que moi, je voulais dire que c'est à partir du moment où on équipe bien nos bâtiments, tout ça, on peut avoir un confort pour les animaux. Hein. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Après, c'est des systèmes où, à mon avis, il y a une certaine limite par rapport à le bien-être animal quand on veut les mettre dehors, par exemple, pour faire du pâturage, tout ça. Forcément,
des troupeaux comme ça a ses limites, quoi. Donc il faut réussir à mettre les moyens à l'intérieur des bâtiments pour avoir un bon confort. D'accord. Simon Hameux. Je crois que là, les moyens étaient mis. Alors, juste une comparaison, les pigeons, ça vit en couple, les vaches, ça vit en troupeau. Donc, les vaches, ça ne les dérange pas d'être comme ça à des centaines ou limite des milliers. Enfin, au plus elles sont, en tout cas chez moi, depuis que on est arrivé à 120 vaches, elles ne se battent même plus. Quand elles sont 30, elles se battent pour être chef. À 100, 120, elles se battent plus, elles vivent tous ensemble. On observe au cours de cette opération de la plus grande ferme des Hauts-de-France que vos exploitations, vos métiers se transforment, se modernisent. On parle d'agriculture 2.0, on le voit tous les jours avec les duplex chez les agriculteurs. Alors expliquez-nous par exemple, Christine Delfortry, comment vous modernisez votre métier, votre exploitation, vous, et de quoi vous avez besoin, on parle de filière, pour aller au bout de votre transformation? Par exemple, moi j'ai mon garçon qui s'est installé cette année, donc on a agrandi notre étable et on a changé aussi les logettes où couchent les vaches. Avant elles étaient sur paille et maintenant on a mis des tapis à air avec de l'eau dedans. Donc ils sont super bien. C'est de la thalasso. Ah oui, c'est mieux que la thalasso. Et bon, tout ça, on a mis des brumisateurs, des ventilateurs. Elles ont des brosses, elles vont se brosser chacune leur tour quand elles en ont envie. Oui, je crois que bien-être animal pour nous c'est super important, quoi. Ouais. Donc, et sur la transformation sur la modernité de votre métier. Justement, je disais, moi j'ai mis un rotto. Avant, j'étais en salle de traite. Et on dit que les vaches, elles ne doivent pas attendre plus d'une heure à la traite, sinon c'est trop long pour elles. Elles sont fatiguées, elles ont envie de s'asseoir. Et donc là, on a mis un rotto pour pouvoir faire plus vite, pour le traire aussi pendant 1 heure seulement, en ayant 100 vaches à traire. D'accord. Donc tout ça, c'est de la modernité quand même. Brigitte de Rollet, vous, dans votre métier, comment vous devenez agricultrice 2.0 quelles innovations vous portez aujourd'hui? Moi, j'ai démarré en 83, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le pot trayeur. Ensuite, on a évolué avec une salle de traite à l'arrière. Et aujourd'hui, on est arrivé au robot avec le fils. Vous êtes en robot. Et avec le robot, c'est de faciliter de suivi des vaches. On voit les vaches en chaleur, on voit s'il y a un problème de lait. Donc le lait est jeté directement, c'est le robot qui gère. Et au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Et les vaches, elles sont sur des tapis et elles viennent se faire traire quand elles en ont envie, pardon. D'accord. Alors, donc, ça, c'est aujourd'hui des nouvelles manières de faire que vous mettez en place. Quelqu'un peut-il répondre à cette question enfin, c'est une affirmation même qu'on entend souvent de la part du consommateur. Toutes les vaches sont picousées aux antibiotiques. Je crois qu'on va tous pouvoir répondre. Non, mais juste déjà, de manière générale. Vous êtes un bon porte-parole, allez-y. De manière générale, il a été mis en place le plan éco-antibio, qui était objectif réduire la consommation d'antibiotiques 30% sur 5 ans, si je ne me trompe pas, aussi bien en santé humaine qu'en santé animale. Les humains, on est à -0. En production animale, on est à -40 au bout de 3 ans. D'accord. C'est QFD. Oui, après, en France et en Europe, il est interdit par exemple de piquer aux hormones. Aux États-Unis, c'est toujours autorisé. En Belgique, c'est interdit aussi, en Europe. Donc, non, tout ça c'est interdit et c'est peut-être des anciens refrains qui restent là, mais. Et puis les antibiotiques, aussi bien en santé animale qu'en santé humaine, ça coûte cher. Et nous, on n'a pas envie de dépenser trop d'argent. Donc on fait, comme Christine l'a dit, on met, et comme les autres l'ont dit, le maximum de bien-être pour que les animaux soient dans la meilleure santé possible, pour qu'on fasse l'impasse sur les antibiotiques. Je pense qu'en porc, ils arrivent à faire des lots complets, 0 antibio. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup d'antibiotiques. C'est juste quand c'est nécessaire, quand il faut. Quand les animaux sont malades, il faut les soigner, tout simplement. On ne va pas les mettre des antibiotiques pour les faire grandir. C'est stupide, ça. On utilise des plantes aujourd'hui. On utilise des plantes, oui. Oui, bien sûr. Des huiles, exactement, bien sûr. Bien sûr. On préfère utiliser ça et puis pouvoir vendre le lait que de les traiter aux antibiotiques si elle est malade et puis devoir jeter notre lait pendant 15 jours, 3 semaines. Donc on évite les antibiotiques, c'est évident. On cherche toujours des solutions pour justement utiliser le moins d'antibiotiques possible. D'accord. Ça coûte cher. Oui. Ça coûte trop cher, donc comme il a dit Simon,
Quand on peut éviter, on évite, quoi. D'accord. Oui, puis... Et puis il a tout dit. Hein. Vous avez vu, 0, moins 40. Ça, la réponse a été dite. Les faits sont imparables. Messieurs Druet et Tricoteau, sur cette question. Tout à fait. Simon a en bio, porté le décor. Alors, monsieur Druet d'abord. Allez-y. Monsieur Druet, après monsieur Tricoteau. Ah, pardon. Donc oui, nous en bio par exemple, il a fallu qu'on trouve des méthodes alternatives, quoi. Aujourd'hui, maintenant, on utilise des huiles essentielles, on utilise même de l'homéopathie aussi pour les vaches, pour soigner des boiteries ou pour prévenir de mammites dans les races laitières, quoi. Donc il y a toute une évolution qui se fait malgré tout. Je veux me réincarner en vache, moi. Régis Tricoteau. Oui, tout à fait. Simon a bien dit les choses dès le début par rapport à la baisse de l'utilisation des antibiotiques. C'est vrai que de plus en plus d'éleveurs utilisent des huiles essentielles et des plantes pour prévenir et soigner. Et puis techniquement, on a également progressé. Par exemple, pour les veaux les jeunes veaux, on réserve des parcelles, des prairies spécifiquement pour les jeunes veaux. On les mélange pas avec d'autres catégories pour éviter différentes maladies. La prévention. Merci pour votre témoignage. La bête à concours, la Willy Balderacci. Bon, votre histoire est belle. Hein. Vous aviez un arrière-grand-père qui était berger. Oui, c'est ça. Ouais, je suis 4e génération. Itinérant dans votre secteur. Dans l'Oise, oui. Ouais. Des Trés-Saint-Denis. Un grand-père berger. Alors c'est là où est arrivée la race Île-de-France. Hein. Votre père s'est installé, votre maman élevée. Votre père était un tondeur professionnel. Ah, mon père était tondeur professionnel. Il a tondu plus d'1 million de moutons. 1 million de moutons. Combien? Plus d'1 million de moutons, il a tondu, mon père. Il a commencé à l'âge de 25 ans jusqu'à 74 ans. Et vous-même, vous êtes installé au départ en donc moi-même, je me suis installé parce que j'étais salarié agricole avant, et donc je me suis installé en tant que tondeur, et enfin j'étais double actif, quoi, tondeur et éleveur. Ouais. Et je me suis installé avec 50 brebis au démarrage. Voilà, 430 aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que votre fils... Mon fils arrive en fin d'études. Voilà, il arrive en fin d'études et je pense qu'il a mis le doigt dans l'engrenage et puis il part dans la même passion, quoi. On l'a vu en photo, là, votre fils à l'instant. Il part dans la même passion, quoi. Parlons des concours. Alors, vous c'est hyper important dans votre métier. Vous avez commencé ces concours en 2008. Alors, vous étiez multiplicateur. Au démarrage, on commence par multiplicateur pour que le cahier sanitaire de l'élevage soit bien reconnu au niveau national. Ouais. Et dès qu'il est reconnu au niveau national, on passe sélectionneur. On passe dans une commission et on est élu et sélectionneur. Vous savez combien il y a une médaille, lui? Non. Dites. 18. 101 médailles. Il y a plus de 100 médailles. Il y a 101 médailles. La bête à concours, je vous dis. J'ai commencé en 2008 et puis 13 ans de salon. L'année dernière, on a dû en faire, je crois que c'est 9 à Paris. L'année d'avant, ça devait être 7 aussi. Non, mais votre heure de gloire, c'était en 2019. Un prix d'ensemble pour un gros bélier. Voilà. 3 feux. Lorsque vous faites des concours, le podium, là. N'importe quelle filière, n'importe quelle espèce, le plus beau prix que vous pouvez gagner, c'est le prix d'ensemble. Ouais. Un prix d'ensemble, c'est l'élevage qui est reconnu sur sa totalité. La totalité, Parce que ça représente un gros bélier adulte qui a 3 ans, ou 3 ans ou plus, un jeune de l'année qui a 14-16 mois et 3 femelles de l'année. Et il faut que ça soit au top dans l'œil du juge, quoi. Et ça a un impact sur votre prix, ça? Oui, ça a un impact surtout pour les exports étrangers, quoi. Ouais. France et étrangers, quoi. Ouais, donc du coup, c'est quasi scientifique dans votre métier que de préparer les bêtes à avoir la meilleure viande, les croisements et tous ces trucs. Nous, avant tout, on est sélectionneurs. Après, il y a toujours du déchet. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. On produit de la génétique. Donc, on vend de la génétique, nous. Nous, les acheteurs viennent chez nous pour améliorer la génétique, donc améliorer la performance de leur élevage. Il paraît qu'il a les meilleurs gigots des Hauts-de-France. Oh, allez pas trop vite. Il ne l'a pas ramené. Je ne vais plus pouvoir repartir. Mes chaussures, ils vont s'enlever de mes pieds, je ne vais plus arriver à repartir. C'est à Pâques les gigots. Pour revenir rapidement, parce qu'on va passer à la filière porc. Pour revenir pour le prix d'ensemble, en 2019, nous avons remporté le prix d'ensemble. En 2020, on a à nouveau remporté le prix d'ensemble. 2 années de suite.
Donc c'est pour dire quand même que l'élevage est quand même reconnu. Voilà. La filière porc, elle pèse dans notre région et 38% des capacités d'élevage sont autour d'Hazebrouck, sont dans les Flandres. C'est 670 exploitations dans notre région, 620 000 animaux, ça représente en gros 5% du cheptel français, 109 millions d'euros de chiffre d'affaires et en moyenne, Hauts-de-France, c'est 630 porcs, 130 truies par élevage. Vous, c'est combien ? 450. 450, très bien. Et 12,5% de la production régionale est aujourd'hui sous démarche qualité. Parlons de cette démarche qualité. Comment vous l'avez organisée et quelles sont ses contraintes ? Déjà, ce que je voudrais rajouter à votre commentaire, c'est que dans la région, on ne produit que la moitié des porcs qui sont consommés. C'est-à-dire qu'il y a les consommateurs. On mange beaucoup de charcuterie ici. Il y a un potentiel du double de la production aujourd'hui. Carrément. Tout à fait. D'accord. Donc c'est quand même important à savoir. Et malgré tout, nos groupements vendent quand même beaucoup dans d'autres régions, d'autres pays. Et donc on se rend compte qu'il faut quand même revenir à la région et qu'il faut faire preuve un petit peu d'imagination au niveau qualité pour vendre localement. Donc nous, par exemple, notre groupement, on a fait un contrat tripartite avec Lidl il y a quelques années. Ouais. Et la marque Lidl. La marque Lidl, pour pouvoir mettre du porc de la région dans les magasins de la région. D'accord. Et donc Lidl nous a soutenus financièrement, je dirais de façon tout à fait correcte, les éleveurs, enfin notre groupement. Et donc on a pu redistribuer une plus-value de prix, on va dire, aux éleveurs. Ils se sont sacrément transformés, eux. Au Salon de l'Agriculture, c'est eux qui ont le stand le plus maousse. Les autres agissent comme ça ou ils sont en avance ? Non, mais justement, je pense qu'ils pourraient prendre un petit peu exemple parce que je pense que Lidl veut avoir de la production régionale aujourd'hui dans ses magasins et d'autres pourraient le faire aussi et soutenir un petit peu les éleveurs de la région parce qu'il ne faut pas toujours aller chercher la viande au moindre prix parce qu'on va toujours trouver du moins cher quelque part. Bien sûr. Donc il faut un petit peu savoir mettre un petit peu plus pour avoir du produit local, quoi. Vous êtes en train, alors ça c'est un vrai sujet, une question de filière et de débouchés. Donc votre appel aux distributeurs, il y a une grande enseigne qui est née dans notre région là, elle doit entendre votre message. Une question sur le label rouge que vous êtes en train d'élaborer, c'est quoi ces critères ? Donc, comme je disais tout à l'heure, notre porc label rouge qu'on est occupé de mettre en place, qui va bientôt sortir là. Donc, il y a quelques élevages qui ont démarré. Donc, comme j'ai dit, il y a les qualités, le confort, il y a le bien-être qui rentre en compte. Lumière naturelle. La lumière naturelle, un petit peu de paille dans les cases, et aussi une alimentation sans OGM. Bien sûr. Enrichie en graines de lin. D'accord. Et avec une race différente. D'accord. Et donc voilà. Autre sujet qui impacte l'ensemble de votre filière, c'est la sécheresse, mais je dirais plutôt les sécheresses. Et c'est l'avenir. Les conséquences sont énormes. Quelles sont-elles concrètement pour une activité comme la vôtre, Gilles Druet ? Nous, sur l'exploitation, à l'heure actuelle, ce qu'on distribue pour les animaux sur la journée, il y en a à peu près la moitié qui est acheté maintenant. Parce qu'on n'a pas réussi à faire nos stocks cette année pendant la période estivale. Donc c'est vraiment c'est notre premier sujet de conversation, quoi. Ah ouais. Et ça va continuer les sécheresses. Alors quels sont les rebonds, quels sont les leviers que vous avez pour contraindre cette calamité pour vous ? Alors déjà, nous, dans notre situation cette année, on avait heureusement la chance d'avoir de la trésorerie pour pouvoir acheter des nourritures et continuer à nourrir les animaux, dans le but, entre guillemets, de garder l'effectif pour continuer à produire dès qu'on va se mettre à pâturer au printemps. Mais après, voilà, si on n'a pas la trésorerie ou quoi, c'est une réduction de cheptel, quoi. Mais après, ça veut dire aussi, si on a une réduction de cheptel, c'est une baisse de production dans les années futures, quoi. Donc c'est compliqué, il faut espérer de ne pas avoir une année encore comme celle de 2020.
Sinon, il va vraiment falloir remettre en cause ces systèmes d'exploitation, quoi. Alors, mesdames de Lefortry, de Rollet, monsieur Tricoteau, madame de Lefortry. Oui, moi je suis en élevage laitier, puis on nourrit aussi nos vaches avec du maïs qui est un peu moins sensible à la sécheresse, heureusement. Mais c'est sûr que l'herbe, nous, du foin, là, on n'en a plus non plus, on en a aussi acheté, quoi. Donc c'est sûr que la sécheresse, c'est un problème. Il y a des plans de sécheresse, oui. Mais on va peut-être savoir mieux remédier en lait et en traditionnel, en compensant avec le maïs, que des élevages bio qui sont 100% à l'herbe. Brigitte de Rollet ou et également Simon Hameux. Brigitte de Rollet, votre réalité à vous? L'élevage bovin, comme je vous ai dit, c'est les garçons qui s'en occupent. Mais on retourne un peu à l'ancienne, on a cultivé de la luzerne et on remet des betteraves fourragères. D'accord. Et du maïs pour apporter aux vaches. Simon Hameux. On fait beaucoup de travail de recherche aujourd'hui quand même pour adapter notamment tout ce qui est flore des prairies, pour trouver des espèces qui sont plus adaptées et plus résistantes à la sécheresse, notamment avec la Chambre d'agriculture. On essaye de faire c'est de la recherche et développement de différentes variétés qui vont mieux résister de manière à pouvoir réimplanter nos prairies avec d'autres espèces qui vont être plus résistantes à la sécheresse. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, vous? J'ai juste fait un BTS Axe, un BTS. C'est bien. Non, juste un BTS. Tout à fait. Bon, vous avez chacun votre ordre de gloire. Maintenant, ça va être celle de Gilles Druet. Gilles Druet. Alors, un reportage réalisé en 2019. Vous me voyez venir. Hein. La vedette, c'était Imminence. Regardez. Elle s'appelle Imminence, un nom original pour une bleue du Nord, future vedette du salon de l'agriculture, car c'est bien elle qui a été choisie pour être en photo sur l'affiche officielle. Et du coup, Gilles est un éleveur aux anges. C'est une fierté, hein. C'est un plaisir de la voir comme ça sur toutes les affiches. Elle va être montrée partout et voilà, ça va nous permettre de faire découvrir cette race-là également, quoi. Et Imminence a évidemment d'immenses qualités comme toutes les vedettes. Une nuque souple, de belles taches grises bleutées et un mufle, comprenez un museau, très large. D'autant que cette race, la bleue du Nord, a bien failli disparaître il y a quelques années. Et nous, au niveau de la bleue du Nord, on essaye justement d'avoir une certaine musculature qui va, de ce fait-là, donner un animal plus robuste et plus rustique. Séance brossage dans l'étable avec toute la famille, Gilles, Isabelle, son épouse et leurs 3 enfants. C'est une race qui produit du lait, qui produit de la viande, et puis c'est une race à petit effectif. Donc c'est pour ça que cette année, elle a été choisie pour être à l'honneur. Et Imminence attend un heureux événement puisqu'elle va bientôt mettre bas un petit veau. On vous tient évidemment au courant dans les prochains jours. Alors d'abord, comment va Imminence? Et ensuite, il me semble que l'égérie de cette plus grande ferme des Hauts-de-France, c'est la descendance, c'est ça? Non, d'abord Imminence, va très bien, Et puis pour ce nouveau salon entre guillemets virtuel, on a une nouvelle tête d'affiche et c'est Groseille qui va faire l'affiche. Extraordinaire. Vous les embrassez pour nous. Alors, je reviens vers Brigitte de Rollet parce que votre autre activité, Brigitte de Rollet, c'est l'élevage de lapins, des petits lapins que vous élevez. Oui, des petits lapins. Ça, on doit vous le dire tous les jours, là. Mais non, il ne faut pas les tuer, les petits lapins. Hein? Oui, c'est vrai. Qu'on nous le dit souvent, mais bon, c'est une viande qui apporte de bons nutriments, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas manger de la viande de lapin. Un petit zoom sur la réalité, je reviens tout de suite vers vous, de cette filière volaille. Nous sommes la 5e région française sur ce marché avec 1486 exploitations qui ont des volailles, 112 000 tonnes de volailles produites, 800 emplois dans l'abattage et la fabrication de produits. Et puis nous avons sur cette région 2 IGP. Alors, vous les connaissez? Il y en a une qui est hyper connue,
La lique. Oui, mais le lapin, c'est pas vraiment de la volaille, c'est de la cuisine. Bien sûr, mais je disais que je revenais juste après vers vous. Bon, la lique et la volaille de Champagne. Et puis il y a 27 cahiers des charges de label rouge dans le domaine de la volaille. Et donc on revient au lapin avec vous, Brigitte de Rollet. Alors, comment vous organisez votre exploitation autour de cette production? Je crois que vous êtes une quarantaine d'éleveurs de lapins dans les Hauts-de-France. Oui. On est arrivé à 40 éleveurs à la date d'aujourd'hui et en 2006, on était une centaine d'éleveurs. Ouais. Donc on a baissé de 50% d'éleveurs, on va dire. Vous me disiez que vous aviez besoin que les métiers soient valorisés et que les prix bougent. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que ça fait 5 ans consécutifs ça n'a pas bougé. Qu'on n'a pas d'augmentation sur la viande de lapin. Ouais. Mais par contre, nos charges augmentent comme dans toutes les filières. Je ne suis pas outre des autres. Et nous, on cherche à améliorer nos cages aussi pour le bien-être animal. Sauf que cette filière du lapin est une filière spécifique. Et s'il n'y a pas un changement rapide, elle pourrait s'éteindre, votre filière. Elle est destinée à disparaître complètement. Elle est destinée à disparaître complètement. Ouais, donc il y a un vrai enjeu. Et par rapport au bien-être, là, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, vos petits lapins. Oui, les lapins, faut savoir qu'on fait 8 bandes par an, donc c'est pas ici. On met 9 lapros sous la mère, on ne charge pas les mères, et ensuite on les met par cage à 6 lapros, mais aujourd'hui on va destiner des parcs, comme vous voyez sur la photo, pour mettre encore moins de lapins pour qu'ils aient plus d'espace. D'accord. Bon, et puis vous avez aussi des contrôles de température, ça ne doit pas aller au-delà de 25 degrés l'été. Les bâtiments ils sont ventilés, aujourd'hui est chauffé pour l'hiver, enfin ils ont tout le confort. Et il faut savoir aussi qu'un lapin... aussi pour les températures de saison comme on a aujourd'hui, des canicules d'été. Ouais. Et un lapin, il ne peut pas vivre seul. Donc c'est pour ça qu'il... Un lapin, il n'aime pas vivre seul, c'est en troupeau, en groupe. Oui, tout à fait. Encore une question à traiter avec vous. Qu'est-ce que vous entreprenez, donc c'est une question ouverte à chacun d'entre vous, pour communiquer sur la filière auprès du grand public? Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, Christine Delfortry? Moi, je fais partie du Savoir Vert, donc c'est une association Nord-Pas-de-Calais, enfin même Hauts-de-France aujourd'hui, où il y a une bonne centaine d'agriculteurs qui adhèrent et on reçoit des scolaires toute l'année. On en reçoit quand même un petit peu. Oui, j'ai reçu quelques sixièmes. Très bien. De la maternelle c'est bien de rien lâcher. Au lycée, oui. Et c'est vraiment une découverte pour eux. On s'aperçoit que même à côté de chez nous, les enfants ne connaissent plus du tout l'agriculture. C'est vrai. Donc ça, c'est pas un cliché, c'est vrai, quoi. Ah, c'est la vérité. Ah bah oui. Il y a des étonnements. Vous le faites également, Simon Hameux. Mes parents l'ont fait longtemps. Moi, je le fais. J'ai plus le temps de le faire, donc je le fais plus. Mais c'est vrai que la relation avec le monde agricole, avant, ils avaient tous un grand-parent ou un oncle qui était agriculteur. Aujourd'hui, il y a 2-3 générations, il n'y a plus rien, donc ils sont vraiment coupés de la réalité. Ouais. Et c'est compliqué. Dans votre filière? Moi, j'ai déjà fait des portes ouvertes aussi, et j'étais surpris du nombre de personnes qui sont venues voir, qui sont venues découvrir l'élevage, Et c'est vrai que c'est important. On le fait certainement pas assez, Vous le faites, vous? Nous, on le fait dans notre filière aussi. Moi, je fais des fois des cars scolaires qui viennent montrer un peu l'élevage et puis surtout la tonte. Parce que je me rends compte qu'ils ne savent même pas que leur écharpe qu'ils ont ou leur bonnet qu'ils ont sur leur tête, c'est de la laine de mouton, Ils ne le savent pas, Ah oui, c'est de la laine, mais ils ne savent pas que ça vient bien du mouton et qu'on la tonte. Ce qui est important pour comprendre l'agriculture, c'est de venir le voir et le toucher. Voilà, le toucher et puis à travers un écran, c'est pas possible. Alors cette année, la plus grande ferme des Hauts-de-France est virtuelle, ce qui ne vous empêche pas d'aller dans les exploitations de notre région. N'hésitez pas. Bien évidemment, bien évidemment. Un dernier reportage et ensuite on se quittera sur un sujet très important, le respect
d'une filière respectueuse de l'environnement, hein. Quel est aussi votre engagement pour réduire les gaz à effet de serre? Dans le dernier reportage, c'est un pas de côté, un élevage, alors il n'y a pas encore une filière dans notre région, un élevage de chameaux au pays des bocages. Regardez. Allez Melchior. Au pays des bocages, c'est une caravane bien étrange. Et pourtant, loin des dunes du Sahara, en plein cœur de l'Avesnois, les vaches ne s'étonnent plus de voir passer chameaux et dromadaires. Il a fallu comprendre juste que tu es en bout de la longe. Tous les week-ends, Julien, éleveur de camélidés, organise des balades forcément exceptionnelles. C'est des animaux qui sont nomades. Dans le désert, ils vont marcher des kilomètres et des kilomètres. Donc les promener comme ici, on leur impose rien. Et je pense qu'il est plus intéressant de les faire marcher que de les laisser dans un enclos tourner en rond. Et à 2 mètres du sol, le voyage est impressionnant pour ces petits bédouins d'un jour. Vous êtes contents? Oui! Ils découvrent un animal doux, mais facétieux. Vous voyez, c'est super câlin. Et elle exprime sa joie aussi, donc voilà. C'est pas un animal qu'on a l'habitude de voir dans le Nord. En plus, c'est des animaux qui sont qui sont faciles. C'est un super souvenir, ça. C'est un super souvenir, quoi. Julien est à la tête du plus grand élevage de France, 65 animaux. Cet ancien cavalier s'est lancé dans l'aventure il y a 5 ans. Il a fallu tout mettre en place, les infrastructures, l'alimentation. Ces camélidés ont trouvé dans le Nord un climat propice à leur bien-être. Tout est tempéré, tout est modéré chez nous. Il n'y a rien d'extrême. Il ne fait pas excessivement froid, il ne fait pas excessivement chaud. On a des bâtiments pour les rentrer quand il y a besoin. Il y a des bonnes pâtures. On a tout. L'Avesnois, c'est génial pour l'élevage. À tel point que la famille s'agrandit. 15 naissances cette année, 9 l'année prochaine. L'enjeu pour l'éleveur, c'est de pouvoir commercialiser le lait de ses chamelles, réputé pour ses vertus. Il est hyper protéiné, il est riche en oméga 3, en oméga 6. Ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, on se rende compte que c'est un produit qui a valeur agricole et qui soit donc reconnu comme un produit agricole et qui devienne donc de la consommation. Un marché alléchant. Dans certains pays, le lait de chamelle se vend jusqu'à 10 € le litre. Les quelques éleveurs français comme Julien attendent donc avec impatience le feu vert du ministère de l'Agriculture. En fait, du lait de chamelle, hein, Christine, oui. Très vite. Hein. Un reportage de François Ouasson. Papa, je voudrais un chameau à la maison. On est compte, il y en a 60. Premier élevage de France. Alors, dernier sujet, pas des moindres pour cette filière, c'est l'engagement bas carbone. Il y a un engagement des producteurs de lait qui vise à réduire de 20% l'impact carbone de la production laitière d'ici 2025. Y aura-t-il des élevages bas carbone? Qui me répond? Oui, je peux y aller. On aura des élevages bas carbone, il n'y a pas de souci là-dessus. On en a déjà, et on en a d'autres qui s'y dirigent. Des preuves? Les preuves, c'est... Qu'est-ce que vous faites? En fait, on fait un diagnostic qui établit aujourd'hui notre dégagement potentiel et notre stockage effectif, et on se donne un objectif au bout de 5 ans. Ouais. Et donc tout ça, c'est fait par des sociétés qui sont là pour agréer les résultats, et donc c'est factuel. Gilles Druet, vous qui êtes en élevage bio depuis 2016, on le disait en introduction, 95% de surface en herbe, ça se raréfie l'herbe dans notre région, vous êtes fait labelliser. Votre engagement bas carbone, c'est quoi, vous ? Nous, il est basé sur tout le stockage, hein, avec justement les prairies, avec les haies, parce qu'on a énormément de bocage. Et donc ça, c'est quand sur une exploitation, il y a de l'herbe et des haies, ça fait déjà une bonne base pour avoir une exploitation qui est respectueuse de l'environnement. Ouais. Est-ce que vous craignez qu'un jour on vous pique vos prairies pour retourner la terre et en faire de la culture? Je dirais que nous, c'est une crainte, c'est sûr, même si maintenant il y a quand même beaucoup de réglementations qui font que ce bocage-là dans l'Avesnois va rester. Alors après, quand on voit les conditions climatiques qu'on a eues l'année dernière,
c'est sûr que le pas serait vite fait de se dire on va retourner des prairies pour mettre un petit peu plus de terre. Ouais. Mais voilà, il faut pas se laisser tenter par ça, quoi. Hein, les anciens vous parlaient de la sécheresse de 76, mais là c'est la même mais en pire que vous avez connue. Et qui se répète. Comment ? Qui se répète tous les ans. Et qui se répète. Et puis bon, clairement les prévisions climatiques n'iront pas en s'arrangeant. Sur l'engagement bas carbone de la filière porc. Moi je dirais c'est déjà du bon sens. Nous dans nos élevages, dans la région, la plupart des éleveurs fabriquent leur aliment à la ferme, c'est-à-dire que c'est les céréales de l'exploitation qui restent sur la ferme, qui sont fabriquées, qui vont à l'élevage. Et l'objectif c'est de faire un circuit fermé, enfin le lisier qui va sur les terres pour alimenter les cultures. C'est du bon sens tout simplement. Et il faut qu'on arrive justement avec nos produits, éviter qu'ils aillent loin pour être transformés, éviter qu'ils aillent loin pour être consommés, et c'est de rester le plus local possible. C'est déjà un effort au niveau carbone. Un dernier mot rapidement avec Régis Tricotteau sur la nécessaire formation permanente des professionnels. Vous êtes engagé, vous, dans des filières de formation professionnelle. Par ailleurs, vous êtes élu local, il me semble, vous êtes maire de votre commune. Est-ce que ce message est entendu chez les agriculteurs de sans cesse se former ? Oui, bien sûr. La formation initiale, elle est déjà plus longue qu'auparavant. Et puis, on s'informe régulièrement sur les journaux, sur les nouveaux moyens de communication. Et puis, régulièrement, beaucoup d'agriculteurs repartent en formation. Ce qui est important, c'est les messages qu'on fait passer tous les jours sur la modernité de notre métier. On a besoin de nouvelles compétences sans cesse, et c'est un métier intéressant, moderne. Voilà. Et puis on peut expliquer tous les jours, c'est souvent un plaisir d'expliquer notre travail et d'accueillir sur nos exploitations. Et en même temps, par rapport aux élus, voilà, c'est important de les faire venir aussi, de les solliciter, et puis de dire là, dans tel territoire, on produit telle ou telle chose, aidez-nous pour structurer, pour faire reconnaître, pour développer des ateliers dans la proximité. Merci à vous. Merci aux experts de la filière élevage. Et puis un mot pour terminer, à nous tous, les consommateurs, on entend beaucoup manger moins, mais manger mieux. Là, le mieux est au rendez-vous. J'espère qu'ils vous l'ont démontré au cours de cet échange. Et la plus grande ferme des Hauts-de-France a les portes grandes ouvertes. Soyez curieux, explorez, rencontrez. Ce rendez-vous est fait pour vous. À bientôt.